Le camp du oui nous dit, eh bien, il y a des besoins à couvrir. Puisque ces besoins sont à couvrir, il y a nécessité d'en tenir compte. Et puisqu'il faut en tenir compte, il faut former les gens, effectivement, les professionnels, pardon, à faire ces gestes que les besoins peuvent les amener à réaliser. Et le camp du non nous dit, hors de la réglementation, point de salut. Cette réglementation, c'est le repère, l'enseignement qui va avec la réglementation et qui franchirait ce repère mettrait en situation de danger le professionnel et éventuellement les patients qui recevraient ces actes délivrés par un professionnel non autorisé à les pratiquer. Alors je dirais que la réponse, par ailleurs la réponse donnée par Madame Danan m'a semblé un petit peu intermédiaire, parce qu'en fait, mais elle s'est résolument mise dans le camp du non, mais elle nous a fait un argumentaire aussi en faveur de l'évolution des compétences. Et donc le complément peut-être, si elle le permet, de la réponse du camp du non, c'est de dire on n'est pas figé dans les compétences qui sont celles des professionnels de santé aujourd'hui en ce début de décembre 2011. Ces compétences évolueront, elles doivent évoluer, et si elles évoluent de façon réglementaire et de façon accompagnée avec notamment des garanties en matière de qualité, de l'implication, de la formation et de l'implication avec l'intrication avec la recherche, à ce moment-là, on restera dans les clous pour que des professionnels non autorisés aujourd'hui à faire tel ou tel geste puissent être autorisés à les faire demain. Vous êtes d'accord avec cette synthèse que je me suis forcé de faire ? Bon, donc le débat reste ouvert. Vous avez développé chacun et chacune votre position. Est-ce que vous souhaitez ajouter, est-ce que le camp du oui souhaite apporter quelques éléments de réponse à ce que vient de dire le camp du non ? Oui, peut-être deux, trois petites choses. Je pense qu'on n'a pas des positions aussi éloignées que ça. Il est clair que dans notre propos, l'idée, c'est de faire avancer la réglementation. C'est là où le bas blesse, hein, parce qu'effectivement, il n'est pas question de recommander aux gens de faire des choses qui ne seraient pas réglementaires. Et je pense qu'il a la responsabilité, notamment du corps médical, de faire avancer cette partie réglementaire. La difficulté, c'est dans quel cadre on peut faire ça. Le législateur va dire, moi je veux bien faire évoluer la réglementation, mais il faut que vous m'apportiez des preuves que je peux le faire sans risque pour l'ensemble de la population. Et l'expérimentateur, il va dire, oui, moi, j'ai pas de cadre réglementaire pour faire ça. Comment est-ce que je peux m'organiser? Ou alors, est-ce qu'il faut avoir un esprit de sacrifice et puis de se dire, tant pis, je le fais, je m'entoure d'un certain nombre de précautions, et puis, finalement, on est devant le fait accompli. Ce qui existe d'ailleurs, hein, puisque on a une publication récente sur la faisabilité des électrocardiogrammes par des ambulanciers télétransmis à SAMU, hein, c'est dans le sud de la France, et sur une expérience de 8 ans, donc c'est pas rien, à partir de laquelle sur laquelle on pourrait s'appuyer pour répondre. Pareil, dans les arguments qui ont été donnés, il y a aussi, on a des situations un petit peu farfelues. Alors il y en a deux comme ça qu'on peut citer. Alors l'une qui n'existe plus, mais j'en ai déjà parlé hier, c'était la réalisation d'une défibrillation semi-automatique par une infirmière, puisque le texte initial de 1993, qui a été modifié seulement en 2004, je crois en 2006, prévoyait que l'infirmière ou l'infirmier ne pouvait utiliser un défibrillateur semi-automatique qu'en présence d'un médecin, ce qui était assez absurde compte tenu de la physiopathologie de l'arrêt cardiaque. Ce qui veut dire qu'une infirmière qui par ailleurs était sapeur-pompier volontaire n'avait pas le droit d'utiliser en l'absence de médecin un défibrillateur semi-automatique, mais pouvait le faire toute seule en utilisant le fait qu'elle était sapeur-pompier volontaire. Le même texte ne permettait pas à d'autres catégories médicales d'utiliser ces mêmes appareils. Donc il y a aussi dans les réglementations des choses un petit peu absurdes. Pour reprendre l'exemple de la pression artérielle, un ambulancier qui irait à domicile chez un patient qui est bien éduqué et qui surveille régulièrement sa pression artérielle grâce à son appareil automatique qu'il s'est procuré, qu'il s'est acheté en toute légalité, donc est acceptable, alors qu'il n'y a aucun cadre réglementaire, hormis les obligations du fabricant que son appareil donne des chiffres corrects. Et le même ambulancier qui pratiquerait la même technique, on pourrait lui reprocher effectivement d'avoir fait quelque chose qui dépasse son cadre de compétence. Donc c'est nous qui sommes sur le terrain
qui pouvons pointer du doigt ces absurdités. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de les faire remonter et de faire évoluer la réglementation pour qu'effectivement le sous-médical ne soit pas mis en difficulté par les initiatives qu'on aurait prises, mais qui se font, c'est vrai, dans l'intérêt du patient. Réaction ? Oui, par là même, une personne qui est diabétique, insulinodépendante, va se prendre en charge chez elle toute seule, et dès lors qu'elle vient à l'hôpital, pas dans le cadre de la régulation de son diabète, mais parce qu'elle est tombée, qu'elle a une fracture du tibia ou du péroné, peu importe, et bien là, elle ne pourra plus faire les choses elle-même. Donc soit effectivement, on a un dispositif qui est déraisonnable, ou qui marche sur la tête, ou qui est à modifier, peut-être, à ce moment-là, modifions-le, mais ne prenons pas les professionnels de santé en otage. Parce que, j'ai envie de dire, vous savez, je viens d'une génération où, quand un médecin nous demandait de faire quelque chose, notamment quelque chose qu'on avait à moitié le droit de le faire, on se sentait extrêmement valorisé. Aujourd'hui, les profils psychologiques de nos étudiants ont parfaitement changé. Ils connaissent bien leurs devoirs, leurs droits, et parfois un petit peu moins leurs devoirs. Donc ils savent dire, moi ça, on ne me l'a pas appris à l'école, je ne sais pas le faire. Moi je considère que tout ce qu'on apprend à l'école, ce sont des situations aseptisées. C'est-à-dire que ce sont des situations où les conditions ne sont pas réelles, et du coup on a du mal à transposer ces choses. Ne serait-ce qu'un pansement tout bête, on prépare, l'enseignante prépare le chariot à pansement avec tout ce qu'il faut, le bon matériel, le haricot bien positionné là où il faut, etc. Et quand l'étudiant se retrouve tout seul, alors effectivement, dans un système où, quoi qu'on en dise, il y a une judiciarisation prégnante, je pense qu'il faut protéger effectivement les professionnels de santé. En ce sens, je dis, si on considère que ce sont des choses que les personnes peuvent faire, que les professionnels peuvent faire, alors donnons-leur l'entière compétence pour les faire, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-agir. Voilà. Qui souhaite intervenir à ce stade du débat parmi vous? Oui? Si on peut donner. Il y a un micro qui arrive au pas de course. Si vous voulez bien vous présenter et vous lever, parce que vous levez, c'est pour l'enregistrement. Donc bonjour, je m'appelle Pascal Lefebvre, moi je suis formateur au CESU de Montpellier. J'avais juste une question sur ce que vient de dire Madame Danan. Il faut leur apprendre en fait le savoir-faire, savoir-être, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que si les infirmiers, enfin je ne suis pas infirmier pour ma part, hein, mais ça m'interpelle parce que je connais beaucoup d'infirmiers. Est-ce que vous n'avez pas peur que les infirmiers, si un jour ils respectent à la lettre ce protocole, qu'il y ait une révolution de la part du corps médical, étant donné que les médecins en fait devront faire beaucoup plus de choses parce que les infirmiers ne voudront respecter uniquement leur champ des compétences. Parce qu'on sait tous à l'heure actuelle qu'il y a effectivement des corps infirmiers qui dépassent un petit peu leurs compétences. Et du coup, s'ils s'arrêtent là, ça va faire plus de boulot pour les médecins. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être préjudicieux pour les patients? Vous me posez la question? Oui. Écoutez, je pense très sincèrement que le problème médical doit être résolu dans le champ médical. Moi, ce qui m'importe, c'est le problème infirmier. En l'occurrence, je me dis que si il y a des choses que l'on sait faire, que l'on peut faire, et qui sont reconnues comme ne présentant pas de danger pour le patient s'ils sont faits par quelqu'un d'autre qu'un médecin, à ce moment-là, mettons ça dans le sac à dos des infirmiers. Et arrêtons de dire c'est le médecin qui le fait alors qu'on sait pertinemment que c'est l'infirmier qui le fait. Et à ce moment-là, créons quelque chose de différent, un métier intermédiaire entre le métier de médecin, j'ai envie de dire, et le métier de l'infirmière. Créons quelque chose d'intermédiaire qui permette à ces gens-là de faire un petit peu plus que l'infirmier. Ça, pour le coup, ça permettra de répondre à plusieurs objectifs, notamment celui de la mise en place des accords de Bologne, c'est-à-dire l'universitarisation, notamment des professions de santé, en créant un niveau initial qui est la licence, le niveau master, et pourquoi pas le niveau doctoral. Mais
il ne faut pas réagir, excusez-moi de m'exprimer ainsi, dans le sens de dire, bah, écoutez, comme les médecins ont beaucoup de travail, donc nous, on va faire un peu d'exercice illégal. Non, en tant que vice-présidente nationale du CEFIEC, représentant l'appareil de formation infirmier, je ne peux pas cautionner quelque chose comme ça. Soit on nous reconnaît cette compétence, alors qu'elle tombe dans notre escarcelle, soit elle ne nous la reconnaît pas. Et si les médecins ont beaucoup de travail, ouvrons donc le numerus clausus des médecins. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, ce qui va être fait. Il semble bien. Autre intervention? Oui, c'est tout à fait dans le fond, là-bas. Hubert Tonnelier, Épinal. Je pense que nous réfléchissons ici sur les professions de santé. Nous avons aussi d'autres partenaires. Et les référentiels pour les uns et pour les autres ne sont pas forcément les mêmes. Vous avez, madame, la chance de faire des enseignements aux militaires. Quand un jeune militaire voit son copain de section exploser sur une mine antipersonnelle en Afghanistan, il est évident que je suis bien content d'avoir appris à l'auxiliaire sanitaire de cette section à poser une perfusion, parce que je sais que secondairement, celui qui a explosé viendra nous dire merci. Les référentiels ne sont donc absolument pas les mêmes. La question que je vais poser à l'Assemblée est la suivante. Est-ce qu'il faut s'attacher aux référentiels? Est-ce qu'il faut s'attacher au règlement judiciaire préalable? Ou bien ne vaudrait-il pas mieux se dire, tel jour à telle heure, en telle circonstance? Sous-entendu, dans mon cadre de compétences, j'ai retenu ce qu'était cette circonstance. J'ai pris telle décision parce que les compétences que j'ai précédemment acquises me permettent d'agir de telle façon, et surtout, ce qui n'a pas été évoqué ici, j'en ai référé à telle personne. Là, je pose évidemment la question aux juristes, est-ce que cette démarche est une démarche plausible, est une démarche logique, ou bien risque-t-elle d'amener d'autres soucis si elle n'a pas été conduite comme il aurait fallu, ou bien si même elle n'est pas bonne dans ce que je propose? Je crois qu'elle est d'une part tout à fait adaptée, et d'autre part, je crois que l'on y vient à commencer par la manière dont la régulation des services d'urgence et de secours se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on admet que le médecin régulateur, à partir du moment où effectivement sur place il dispose de moyens avec des compétences reconnues, accomplissent un certain nombre d'actes en se passant notamment de la prescription écrite. Ça date d'il n'y a pas si longtemps, cette reconnaissance. C'est une problématique aussi, ce fait d'en référer et de savoir comment se positionner, qui existe, et vous la connaissez probablement, dans la catégorie des infirmiers sapeurs-pompiers. Lorsqu'ils sont effectivement soit sur leur fonction strictement infirmier, à se poser la question si l'on attend d'eux l'ensemble des compétences reconnues aux infirmiers, ou si va primer la compétence et la mission sapeur-pompier, avec effectivement sur le principe et sur les missions des références, ou en tout cas un certain nombre d'actes plus restrictifs par rapport à ce que leurs compétences techniques et leur formation leur permettraient. C'est une problématique qui existe. Donc effectivement, lorsque l'on est dans ce cadre-là, et dans le cadre, ce qui n'est pas toujours le cas sur le terrain, de pouvoir en référer, j'allais dire, il y a un côté effectivement difficile dans l'urgence, mais il y a au moins un avantage, c'est qu'on peut en référer assez facilement à une régulation médicale. Ça n'est pas toujours le cas des infirmières sur le terrain, à domicile ou en pleine nuit, qui étaient évoquées à d'autres situations et qui là n'auront pas vraiment de référence. Il est évident qu'à partir du moment où vous pouvez justifier de votre compétence propre, c'est-à-dire de la réalisation, ce que vous évoquiez, la compétence technique, que vous pouvez justifier de l'ensemble de la prise en compte d'un bilan qui tienne la route là-dessus, et que vous en avez référé à une autorité qui, d'une part, va comprendre ce que vous lui racontez, donc va être un médecin d'un côté, et d'autre part, aura autorité pour vous dire oui, vous y allez. La problématique, ce sont des dossiers que nous aimons bien, ils sont beaucoup plus faciles à défendre, mais ça n'est pas toujours dans cette situation que l'on se place. Mais on y arrive. Je voudrais juste vous dire que ça ne me pose aucun problème que d'enseigner l'intubation sur le terrain de beach ou ailleurs, dans le cadre de mes activités de réserve, à des étudiants en soins infirmiers, parce que s'ils s'engagent et s'ils font un engagement à servir dans la réserve, ils seront couverts. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas mis à mal parce que je leur aurais enseigné comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on procède pour mettre en place
pour faire une intubation ou tout autre geste que je n'enseignerai pas dès lors que je suis dans mon IFSI, dans ma vie ordinaire. Bien entendu qu'il est clair que je préférerais avoir, s'il m'arrivait quelque chose personnellement ou à ma famille ou à mes proches, avoir quelqu'un qui sache faire un geste, bien entendu, le bon geste au bon moment, mais par contre, qu'il soit médecin, non médecin, qu'il soit sapeur-pompier, qu'il soit rien du tout, pourvu qu'il ait la présence d'esprit de faire quelque chose qui permette de conserver la vie. Ça n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on va entériner des pratiques en fermant les yeux d'un point de vue juridique et en se disant c'est l'autre qui fait, alors qu'on sait pertinemment que ça n'est pas ça, que ça n'est pas le cas de figure. Si on considère qu'une personne est apte à faire quelque chose, si l'environnement juridique, que ce soit celui du service de santé des armées ou dans la fonction publique hospitalière, si on considère qu'on peut faire quelque chose, qu'on nous reconnaisse alors l'entière responsabilité de ce geste. Point. Je voudrais répondre à ce qui vient d'être dit et puis peut-être compléter la question d'Hubert Tonnelier. Quand il dit qu'on travaille avec d'autres auxiliaires de santé que les infirmières, finalement le cadre réglementaire dans lequel évolue la profession d'infirmière est plutôt favorable. Dans le cadre existant, on peut quand même faire beaucoup de choses aujourd'hui et visiblement il peut encore évoluer. Mais la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont les autres professionnels de santé ou qui interviennent dans la santé. Ça va du secouriste à l'aide-soignante, qui sont aujourd'hui les personnes majoritaires qu'on trouve la nuit dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Ce sont eux qu'on trouve disponibles les week-ends, etc. Et c'est avec ces personnels-là aujourd'hui qu'on travaille. Et c'est dans cette circonstance-là qu'on a des difficultés, et c'est encore plus difficile parce que autant l'infirmière a une activité professionnelle qui la prépare éventuellement et on lui fait courir très peu de risques, même si on demande des choses qui sont borderline par rapport à la réglementation. Par contre, pour les autres professionnels, on peut demander des choses qui sont beaucoup plus discutables d'un point de vue juridique. Et encore une fois, notre propos n'était pas de dire qu'il faut leur demander de faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas faits, mais de faire évoluer le cadre législatif, réglementaire, etc., et la formation qui va avec, de manière à ce qu'en toute sécurité, on puisse utiliser ces professionnels de santé qui sont là, qui sont disponibles, qui sont demandeurs, comme toutes les professions aussi d'évoluer. Il y a un côté très valorisant également pour eux, et qui ont une disponibilité qu'on ne trouve plus aujourd'hui ni chez le médecin, ni chez l'infirmière, en général, bien sûr. Je voudrais simplement compléter votre propos. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense aussi qu'il faut être réaliste. C'est-à-dire que la profession d'infirmière s'universitarise, évolue. Je veux dire, s'adosse maintenant à des références scientifiques. On le voit ailleurs en Europe, aux États-Unis, et on va le voir en France. Ça, c'est inéluctable. Il est clair que si cette profession évolue, les métiers qui sont aujourd'hui corollaires de cette profession ou qui ne sont pour l'heure pas réglementés. J'ai en tête les auxiliaires de vie qui étaient finalement des aidants naturels et qu'on a professionnalisés. Donc je pense que si le métier d'infirmière évolue, eh bien forcément de nouveaux métiers vont émerger et de nouvelles formations vont arriver pour sécuriser ces métiers. Mais à mon avis, il ne faut pas lier les deux calendriers parce que l'évolution de la profession d'infirmière se fera lentement pour une raison qui est économique, tout simple. C'est que la rémunération va suivre, ou du moins les professionnels vont exiger d'avoir une rémunération à la hauteur de leurs investissements intellectuels, c'est comme les médecins. Et la réponse qu'on peut donner à ça, c'est que si vous voulez augmenter un niveau de rémunération, il faut diminuer le nombre de professionnels en formation. C'est ce que font les pays anglo-saxons qui rémunèrent extrêmement bien les médecins notamment, mais au prix d'une carence médicale organisée et volontaire et consentie. Donc la profession d'infirmier à ce moment-là suivra le même cheminement et on va se retrouver, bon, on est en plus dans des circonstances un peu particulières, mais enfin pas très fastes on va dire, pour des augmentations de rémunération en tout genre. C'est pour ça que je pense que c'est tout à fait légitime que la profession souhaite évoluer, mais encore une fois je ne pense pas qu'il faille lier les calendriers, ce qui veut dire par là notamment que la profession d'infirmier accepte de déléguer des gestes à l'aide-soignante, et ce dans un cadre tout à fait réglementaire, PAMI, etc. Et il faut le faire assez vite parce que vraiment les besoins aujourd'hui sont considérables et le vieillissement de la population, comme l'a dit, comme ça a été dit, vont beaucoup plus vite que les évolutions réglementaires et on est en
déséquilibre de plus en plus important. Oui, si je peux me compléter un peu, je crois que l'enjeu actuellement, et notamment dans les grandes villes, il est vraiment sur les formations de niveau 5, donc les formations infra-bac, de tous ces professionnels de santé qui sont dans l'HAD, qui sont dans les transports sanitaires, qui sont soumis quotidiennement à de multiples transferts, de multiples manipulations. Donc là, il y a un vrai vide, ça c'est le premier effet. Et puis le deuxième effet, on a vraiment un problème entre la rigidité de notre structure de nos diplômes d'État et les évolutions de terrain. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en termes d'évolution technique, en termes de recommandations scientifiques, etc., se heurte à un obstacle que le texte du diplôme d'État, de quelle que soit la profession, date d'avant. Donc il y a un problème. On ne peut pas à un moment donné mettre en place une recommandation disant « la Haute Autorité de Santé recommande que vous fassiez telle pratique », en 2009, et comme on a un diplôme d'État qui date de 2006 ou de 2007, eh ben on ne la met pas en application. Donc il faut trouver un moyen, je ne sais pas lequel, mais en tout cas pour assouplir et que donc nos programmes de formation puissent évoluer en même temps que les évolutions scientifiques, en même temps que les évolutions des besoins de la population et en même temps que les besoins médicaux. Alors, si je peux me permettre, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut sortir du décret d'acte pour aller vers un décret de mission, d'une part, et d'autre part, il faut effectivement utiliser l'opportunité de l'universitarisation, puisque en 2012, c'est-à-dire demain, sortiront les premiers diplômés d'État grade de licence, et on ne peut pas imaginer que cette universitarisation partielle et cette formation reste double diplômante comme ça des lustres. Il faut choisir son camp, je pense, et pour notre part, quand je dis notre part, c'est le CEFIEC, je crois que c'est le champ de l'universitarisation qui nous semble être le plus opportun. C'est-à-dire avoir en effet une formation universitaire permettant un exercice immédiat, permettant une poursuite à la lumière des accords de Bologne avec un niveau M et un niveau D, je l'ai dit tout à l'heure, et sortir d'un décret de mission d'un décret d'acte, pour aller vers un décret de mission. Un exemple simple, c'est l'exemple que je prenais il y a quelques jours quand j'intervenais auprès de nos collègues libéraux pour leur présenter ce qu'étaient les pratiques avancées. Je vais prendre l'exemple de la vessie de glace. La vessie de glace, c'est vraiment le paradoxe en formation infirmière. C'est-à-dire que pour avoir exercé pour être en formation infirmière depuis un certain temps, j'ai dû enseigner la vessie de glace alors que c'était un acte du rôle propre, puis ensuite un acte sur prescription, puis revenir et redire, heureusement ce n'est pas les mêmes, hein, c'était d'autres générations d'étudiants, que finalement c'était un acte à nouveau du rôle propre, pour finalement redire que c'est un acte sur prescription. Voilà, je veux dire, c'est tout le paradoxe de cet enseignement, qui est pour l'instant un enseignement bordé par un diplôme d'État valant grade de licence, alors que si c'était une formation universitarisée complètement, c'est-à-dire une licence et ensuite un exercice professionnel bordé par une réglementation professionnelle du public, du privé ou du libéral, peu importe, ça éviterait bon nombre de questions métaphysiques. Hubert Tonnelier souhaite reprendre la parole, là, dans le fond. Eh bien justement, c'est pour t'interroger. Pour interroger qui ? Toi, en tant que président. Ah, mais moi, je suis censé ne pas prendre parti. Tu es néanmoins président et tu as quelques compétences universitaires et bien au-delà. Ne serait-il pas plus simple de créer un enseignement modulaire permettant de dire tel geste a été appris dans telles conditions, donc il est validé ? Je trouve quand même aberrant, actuellement dans notre système, que, faisant un tronc commun en première année, kiné, dentiste, pharmacien, etc., un kiné qui, quelques années plus tard, alors que sa formation kiné a été faite quasi totalement d'anatomie, soit obligé, s'il veut redevenir médecin, de recommencer à zéro son anatomie. Donc, est-ce que dans nos professions, est-ce que dans les contextes infirmiers et autres, il serait possible de concevoir un système universitaire, modulaire, permettant de tremplins en tremplins d'accéder finalement au L, au M ou au D? Tu vois, c'est en dehors du sujet, mais je te piègerai un petit peu quand même. Je ne te le fais pas dire. C'est effectivement, je crois qu'on est borderline par rapport au débat qui est lancé dans cette séance.
Donc je ne tomberai pas dans le piège que du temps de prendre parti d'une manière ou d'une autre. Mais je reviendrai un petit peu quand même sur ce que tu évoques dans la synthèse que je vais essayer de faire dans un instant, puisque ça, c'est mon rôle de faire une synthèse finale à la conclusion. Mais on n'est peut-être pas encore complètement à la conclusion. Il peut y avoir encore d'autres éléments de débat que vous souhaiteriez les uns ou les autres mettre sur la table. Apparemment pas. Alors à ce moment-là, je vais peut-être me risquer à avancer quelques lignes de synthèse. Alors, d'abord, je vais faire une remarque liminaire, c'est que j'ai le sentiment que nous avons parlé beaucoup plus de pratique et de compétences que d'enseignement stricto sensu. Non pas que la question de l'enseignement n'ait pas été évoquée, notamment elle est évoquée beaucoup par Mme Danan qui a insisté fortement sur l'importance de l'universitarisation de la profession d'infirmière, mais je dirais que ce n'était peut-être pas complètement exactement sous cet angle-là que le problème était posé. Alors, si on a parlé de pratique et de compétences, et finalement, l'impression que j'ai, c'est que les réponses des deux camps sont, et c'est bien normal, des réponses nuancées. Et c'est bien normal parce qu'on a affaire des deux côtés à des professionnels qui savent apporter à leur enthousiasme et à leur conviction toute la marge d'appréciation qui est nécessaire dans un domaine qui est un peu flou, on l'avait dit dès le départ. J'ai néanmoins cru, je crois quand même qu'on a compris, que ceux qui sont tenants du oui, c'est-à-dire il faut, je reviens à la question initiale, doit-on enseigner, je la relis telle qu'elle a été rédigée, doit-on enseigner aux professionnels de santé des gestes ne relevant pas de leurs compétences, mais qu'ils sont amenés à réaliser sur le terrain? Au passage, je souligne que les médecins ne peuvent pas être concernés par cette question, puisque par définition, le médecin est compétent pour tout, pour tout ce qui relève de l'art médical, puisque ça date d'Hippocrate, et un docteur en médecine est a priori habilité à faire tout acte médical. Évidemment, on est quand même suffisamment capable de nuancer cette affirmation, et on sait que si un médecin réalise un acte pour lequel il n'a pas acquis la formation nécessaire, celui qui aura donné un avis en cas de problème juridique, c'est-à-dire l'expert, fera remarquer qu'il n'avait pas acquis les compétences nécessaires, tout en étant docteur en médecine et a priori omnipotent pour pratiquer l'art médical. Il n'avait pas acquis la formation nécessaire pour pratiquer une appendicectomie s'il était cardiologue. Donc voilà, pour ce qui concerne la médecine, les choses sont cadrées de cette façon-là. A priori, le docteur en médecine peut tout faire, mais le code de déontologie rappelle qu'on est en fait habilité à faire que les gestes pour lesquels ou à pratiquer les champs disciplinaires pour lesquels on a été formé. Pour ce qui concerne les professions de santé, donc il y a les partisans du oui en réponse à la question posée qui disent finalement, ce que nous souhaitons, c'est faire évoluer la réglementation, mais tant que la réglementation n'a pas évolué, on tient compte de la réalité du terrain, et puisqu'il y a dans cette réalité du terrain à laquelle nous sommes confrontés des moments où tel est amené à faire tel geste ou à utiliser telle technique qui n'était pas inscrite comme étant dans son champ de compétences réglementaires, il est peut-être plus sage de le lui enseigner, mais le but final, c'est bien de faire évoluer la réglementation et ensuite d'avoir donc un cadre qui sera beaucoup plus solide et beaucoup plus adapté pour la sécurité des professionnels et évidemment des patients. Et à contrario, du côté du non, on souhaite la démarche inverse, c'est-à-dire le but est le même. Le but est également de faire évoluer les compétences pour arriver à ce qu'il y ait la meilleure réponse possible aux besoins de la population, eu égard à ce que peuvent apporter les uns et les autres. Donc dans le camp du non, on dit, eh bien, nous ce que nous souhaitons, à la fois pour des raisons de précaution juridique parfaitement légitimes, mais aussi pour des raisons de sécurité et de démarche normale d'une profession, nous souhaitons qu'il y ait d'abord l'évolution de la réglementation, que cette évolution de la réglementation ensuite soit prise en compte pour faire évoluer l'enseignement, et qu'à partir du moment où on aura rempli ces deux étapes, alors on pourra admettre sans difficulté que tel professionnel de santé qui n'était pas précédemment
habilités à réaliser tel ou tel acte ou à avoir telle ou telle compétence, désormais les a. Donc finalement, ce que je retire de ce débat, c'est d'abord, on est tous conscients du fait que nos professions de santé sont inéluctablement amenées à évoluer dans leur champ d'activité, et ça, là-dessus, je n'ai entendu aucune voix divergente. D'ailleurs, j'aurais été étonné d'en entendre, parce que ça me paraît une évidence absolue, c'est ce que l'on constate dans le monde entier. Et donc, tout ce qui fait débat, c'est l'ordre des séquences pour arriver à ce que cette évolution se fasse dans les meilleures conditions possibles. J'ai retenu aussi la proposition de Mme Danan de passer du décret d'acte au décret de mission. Je dirais simplement, sans prendre parti, puisque, encore une fois, le rôle qui m'était donné, c'était de ne pas prendre parti, qu'il est important quand même que nous ayons globalement un cadre qui soit le mieux structuré possible, parce que on sait depuis longtemps dans nos professions de santé, et là je reviendrai dans le champ médical qui ne faisait pas complètement l'objet du débat, qu'on s'est habitué peut-être trop souvent et peut-être trop longtemps à ce qu'il y ait des compétences de 9h du matin à 17h et puis d'autres compétences de 17h à 8h le lendemain matin. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que tel qui était compétent, qui était incompétent le jour parce que d'autres sont là pour faire le travail, devient subitement compétent la nuit parce que les autres ne sont plus là pour le faire. Et ça, c'est un flou auquel nous avons pu être confrontés, qui peut poser d'ailleurs des problèmes et qui pose parfois des problèmes juridiques et des problèmes aux experts. Comme il se trouve que nous sommes dans un pays de droit écrit et que, en règle générale, l'habitude qui est bien prise, c'est d'écrire ce qui peut être notre cadre de travail. Je salue d'ailleurs la présence de Christine Lemeux qui nous a rejoint, qui est à la DGS, et Dominique de Pénanster qui est également avec nous depuis quelques minutes ou depuis quelques instants. Donc je pense que ce n'est pas elles qui me contrediront quand je dirais qu'au bout du compte, quel que soit le chemin que l'on va suivre pour faire évoluer les professions, il faudra à un moment ou à un autre, et peut-être le plus tôt possible, que les bonnes pratiques, que les bonnes règles soient écrites et que l'on puisse s'y référer, quelle que soit l'option que l'on a prise pour permettre cette évolution. On a besoin de ce cadre de référence pour pouvoir œuvrer dans de bonnes conditions de sécurité, que l'on soit professionnel ou que l'on ait une responsabilité quelconque dans l'exercice des professions de santé. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Je remercie les intervenants.